Bonjour à tous, vous êtes sur la Gazette de la Bim et aujourd'hui, malgré une extinction relative de ma voix, j'ai décidé de vous faire un petit topo, non seulement sur l'ayahuasca, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, mais également de ses analogues, que l'on appelle l'anahuasca et la pharmahuasca. Qu'est-ce que c'est que ces termes? C'est ce que je vous propose de découvrir juste après le générique. Pour ceux qui débarquent et qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'ayahuasca, on parle ici d'une potion qui nous vient de l'Amérique du Sud, plus spécifiquement de la région amazonienne, dans laquelle on trouve deux plantes. La première, une liane qui contient ce que l'on appelle la diméthyltryptamine, la DMT, une molécule hautement psychotrope, mais sans effet lorsqu'elle est absorbée par un être humain, puisque son système digestif se charge de la détruire. Et c'est là qu'intervient une seconde plante, une feuille cette fois-ci, qui contient ce que l'on appelle un inhibiteur des MAO, qui sont les enzymes à l'origine de la destruction de cette diméthyltryptamine par l'organisme humain. Ce qui permet, lorsque l'on associe ces deux plantes l'une avec l'autre, d'obtenir une potion qui, une fois absorbée, permet d'accéder à l'expérience psychédélique dans un temps compris entre 4 et 8 heures de durée. Ça, c'est la version traditionnelle de l'administration de la diméthyltryptamine par les tribus amérindiennes qui en font l'usage. Mais il existe tout un tas d'autres façons de faire l'expérience de la diméthyltryptamine. On peut par exemple, lorsque l'on a réduit la DMT à sa structure moléculaire la plus simple, la fumer sous forme de poudre ou la vaporiser pour des effets infiniment plus puissants, mais également beaucoup plus courts. On parle ici de un quart d'heure avant qu'un individu ait retrouvé le plein usage de ses fonctions normales. Ce qui peut être intéressant, hein. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour informer. Mais pour les personnes qui décident de faire l'expérience psychédélique à des fins thérapeutiques, à des fins d'exploration de sa psyché, le quart d'heure permis par la DMT fumée peut sembler un poil court. Et c'est la raison pour laquelle les gens se tournent vers l'ayahuasca. Problème, c'est que l'ayahuasca est une ressource limitée, qui est spécifique à la région amazonienne et qui, notamment par les temps qui sont les nôtres de limitation de déplacement, font qu'il est très difficile d'y avoir accès. Et c'est là qu'interviennent ce que l'on appelle les analogues à l'ayahuasca. Les analogues à l'ayahuasca, ce sont des plantes que l'on trouve dans d'autres régions du monde que l'Amazonie et qui contiennent les mêmes substances, à savoir la DMT et les inhibiteurs des MAO. On trouve par exemple dans le bassin méditerranéen l'acacia, le mimosa ou la rue de Syrie qui contiennent ces mêmes molécules qui, lorsqu'elles sont ingérées dans les bonnes proportions et dans les bonnes conditions, peuvent créer une expérience tout à fait similaire à celle de l'ayahuasca. Et dans ce cas-là, on parle des analogues de l'ayahuasca, on appelle ça les anahuasca. Mais il existe une troisième façon de faire l'expérience de la diméthyltryptamine. Cette fois-ci, il s'agit d'avoir quelques compétences en chimie et d'avoir le laboratoire adéquat pour extraire des plantes qui contiennent ces molécules, la molécule en elle-même réduite à sa plus simple expression. Ici, pas de potion, pas de mixture, une simple poudre qu'on avale à travers une gélule pour des effets similaires dans une durée similaire à l'ayahuasca. Ça, c'est pour les différents modes d'administration lorsque l'on recherche une expérience au long cours. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'expérience directe, l'expérience vécue, l'expérience psychédélique? Quels sont les points communs entre ces trois modes d'administration et quelles sont les différences? Je vais pas vous mentir, globalement, l'expérience psychédélique, qu'elle se fasse par le biais de la diméthyltryptamine, qu'elle se fasse par le biais de l'acide lysergique, qu'elle se fasse par le biais de la psilocybine, elle est globalement similaire d'une molécule à l'autre. On parle de fractal, on parle de synesthésie, on parle du sentiment de voir son âme se révéler, on parle du sentiment de se reconnecter au monde, à l'univers, au monde naturel, et j'en passe. Il existe une infinité d'expériences rapportées, notamment sur cette chaîne, que je vous invite à consulter si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Cependant, dans le détail, il y a des différences notables entre l'ayahuasca, l'anahuasca et la pharmahuasca. Je suis en train de perdre ma voix là, mais un truc de... L'ayahuasca par exemple, donc la version la plus traditionnelle de la consommation de la diméthyltryptamine. Le fait qu'elle se fasse sous la forme d'une potion, qui est la résultante de plantes directement qui ont été cuites et broyées l'une avec l'autre, ont pour effet de produire une substance extrêmement lourde sur le plan de la digestion, qui provoque généralement une léthargie chez qui en fait l'expérience.
et qui pousse l'usager à rester allongé le temps de l'expérience. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un autre point qui est encore plus important, je pense, aux yeux de ceux qui nous écoutent ici, eh bien, c'est que l'ayahuasca, de par son action, produit ce que l'on appelle la purge, qui peut se manifester par des vomissements et dans certains cas des diarrhées. Alors, je suppose que à ce stade de la vidéo, tous ceux qui veulent se renseigner sur l'expérience psychédélique vont se dire les diarrhées, les vomissements, non merci, je me précipite vers les formules de l'anahuasca ou de la pharmahuasca. Pourquoi pas, mais ce serait faire abstraction d'un point qui est très important dans l'approche traditionnelle de l'ayahuasca. À quoi sert la purge? Quel est l'intérêt de cet élément-là qui peut paraître extrêmement désagréable? Eh bien, la purge, au sens physique du terme, est en fait la traduction d'une purge sur le plan symbolique, sur le plan émotionnel d'un individu. Je m'explique. Lorsqu'un individu fait l'expérience de l'ayahuasca, eh bien, il a l'impression d'entrer en contact avec l'esprit de la plante. Et l'esprit de la plante va partir en recherche dans le corps émotionnel de cet individu. Il va partir en recherche d'éléments qui entrent en conflit avec la bonne santé émotionnelle de cet individu. On parle de nodosité, d'histoires et de conflits non résolus, de névroses en tout genre en fait, qui vont sur un plan symbolique en fait se manifester à un individu sous la forme de souvenirs ou sous la forme d'images qu'il va s'agir de sortir de son corps. Et lorsque ces images et ces souvenirs ont été mis en lumière par l'esprit de l'ayahuasca, une fois qu'ils ont été compris par l'individu, eh bien, l'ayahuasca va inviter l'individu, pour ainsi dire, à se purger de ses souvenirs, pour restituer son corps émotionnel dans sa santé la plus optimale. Et c'est à ce moment-là que l'individu va physiquement vomir ou physiquement être pris d'une diarrhée explosive. C'est donc une action thérapeutique qu'il se passe. Et selon l'intention que peut avoir l'usager, eh bien, il peut décider de se tourner vers l'ayahuasca qui va avoir cette action-là, comme il peut décider de se tourner vers l'anahuasca dans lequel les vomissements sont déjà beaucoup moins importants, ou vers la pharmahuasca où, réduite à l'état de molécules, ces substances ne sont quasiment plus du tout ni nauséeuses, ni susceptibles de provoquer des diarrhées. En revanche, dans la version pharmaceutique de l'ayahuasca, la pharmahuasca donc, eh bien, les expériences rapportées disent que l'esprit de la plante, naturellement, a complètement disparu. Et que l'on a affaire à une expérience psychédélique plus simple, c'est-à-dire une transcendance de la perception de la réalité telle que notre conscience ordinaire nous donne accès normalement, mais sans l'enseignement, en quelque sorte, que peut prodiguer la plante dans le contexte de l'ayahuasca. Simplement une exploration d'une perception de l'univers modifiée. Voilà. Donc, après, se décider vers un mode d'absorption ou un autre, eh bien, ça dépend de l'intention de l'usager. Si celui-ci est à la recherche d'une forme de thérapie, eh bien, il est très probable qu'il soit plus intéressant de se tourner vers l'ayahuasca. Si celui-ci cherche simplement à faire la découverte de l'expérience psychédélique, eh bien, dans ces cas-là, on peut supposer que l'anahuasca et la pharmahuasca sont plus intéressantes. À noter également un point assez important sur le plan écologique, quand on se trouve en Europe, quand on se trouve dans l'Amérique du Nord, eh bien pour des raisons évidentes de limitation de ressources et de besoin d'acheminer ces ressources d'un point A à un point B, eh bien l'ayahuasca est assez peu intéressante sur le plan écologique. Voilà pour cette petite considération. Donc, en définitive, et sans manichéisme, on peut se dire, si un individu décide de faire l'expérience psychédélique à des fins thérapeutiques, il vaut peut-être mieux se tourner vers l'ayahuasca, vers l'enseignement que la plante peut avoir à donner. En revanche, si on décide de faire l'expérience psychédélique sous le prisme de la découverte, de l'exploration, et sans volonté d'inconfort certain, eh bien à ce moment-là, on peut se tourner plutôt vers la pharmahuasca ou les analogues de l'ayahuasca. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous y avez appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à me faire parvenir vos observations si vous en avez, les commentaires sont là pour ça. En attendant, vous êtes toujours libre de vous abonner à cette page, de la liker, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, eh bien j'ai créé il y a peu de temps une page Tipeee dans laquelle vous pouvez contribuer de façon à permettre à cette chaîne de continuer d'exister. Je vous rappelle qu'il en existe assez. Je
m'employais à ne pas trouver le sommeil lorsque m'est venue une dernière intuition au sujet de l'ayahuasca et de ses analogues. Elle me vient d'une conversation avec quelqu'un qui a expérimenté cette potion de façon traditionnelle, aux côtés de la tribu des Shipibo, au Pérou. Pour cette tribu, l'une des garantes de l'usage traditionnel de cette potion, les plantes qui la constituent sont ce qu'ils appellent des plantes maîtresses, c'est-à-dire des enseignantes qui ont le pouvoir d'ouvrir un champ de communication entre les humains et l'ensemble du monde végétal. Un monde dans lequel chaque individu est pourvu d'un esprit, exactement comme chez les humains. Et cette information amène une conclusion probablement plus riche que celle qui consisterait à envisager l'ayahuasca comme une solution thérapeutique, tandis que des versions purifiées de la diméthyltryptamine seraient plus adaptées à une intention un poil plus exploratrice, un poil plus aventurière. C'est pas que cette conclusion soit absolument fausse, c'est qu'elle est terriblement incomplète. Lorsque l'on regarde les choses à la manière des Shipibo, eh bien en réalité ce serait beaucoup plus que ça. Selon cette tribu, l'ayahuasca est dotée, comme toutes les autres plantes, d'un esprit. Les études occidentales démontrent que c'est la DMT présente dans l'ayahuasca qui permet à un usager d'accéder à cet espace psychique dans lequel une forme de communication est possible avec des entités normalement muettes. En suivant ce constat, on pourrait émettre l'hypothèse que la diméthyltryptamine seule, du point de vue psychique, serait en fait une passerelle, un chemin vers cet espace dans lequel un contact avec d'autres familles du vivant pourrait exister, notamment la famille végétale, dont l'ayahuasca serait l'une des plus éloquentes ambassadrices. Tout cela semble indiquer que l'intérêt fondamental de l'ayahuasca résiderait dans la réponse du monde végétal aux questions que se posent les humains et auxquelles leur propre monde ne leur apporte pas de réponse satisfaisante. Mais si la molécule de la DMT s'avère être véritablement un portail, alors une question se pose. Au-delà du monde végétal, jusqu'où pourrait-elle nous emmener ?